Alors, puisque à ce que je vois, ce sera très court. Nous, les étudiants, on est très prolixes, donc je vais essayer de condenser ça pour essayer de rentrer dans les temps. Donc, et avancer directement dans la thématique. Donc, l'extrémisme violent, qui, de façon générale, donc, fait référence au processus selon lequel une personne ou un groupe de personnes donc, adopte des points de vue radicaux qui se traduisent par des comportements violents. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lutte ou la guerre contre cet extrémisme violent ou contre la radicalisation. Il n'existe pas de définition officielle donc, de la lutte contre l'extrémisme violent. Certains parlent du concept de CVE, Countering Violent Extremism, bien qu'on puisse la décrire comme donc, des efforts de prévention donc, de la radicalisation des populations non radicalisées. Et ce concept a été partiellement défini par la résolution de l'ONU adoptée le 12 février 2016, portant justement sur un plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent, au sein duquel on retrouve à peu près 70 recommandations, je pense, effectivement, pour ceci. Alors, il faut comprendre que même si aujourd'hui la pensée radicale n'est pas un problème en soi, elle devient une menace pour la sécurité nationale et la cohésion internationale. Lorsque des personnes préconisent donc la violence et ont recours pour promouvoir des opinions politiques, idéologiques et religieuses radicales, c'est important. Donc ce n'est pas l'apanage d'une race, d'une ethnie ou d'une religion en particulier, c'est important, ou même d'une culture. Les individus qui y adhèrent ont des visions extrémistes différentes, donc ils ont des cheminements donc différents et interprètent donc leur idéologie extrémiste de manière totalement différente. Ça s'aperçoit dans la différenciation qui est faite aujourd'hui des groupements radicalistes, etc. Donc en Afrique de l'Ouest, c'est la région sahélo-saharienne. Aujourd'hui, sont confrontés à des défis donc, liés à la paix et à la sécurité, donc, qui contribuent à fragiliser les États et affectent donc la relation État-citoyen. Donc c'est comme l'a dit Mme Fatou Sarr, c'est une problématique éminemment importante qui concerne donc aujourd'hui toute l'humanité. Et au cours de la dernière décennie, les efforts donc, mis en œuvre pour résoudre le problème de l'extrémisme violent ont principalement consisté à une série de mesures sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Ces mesures sont avérées, parfois insuffisantes, je dirais, parce que l'expérience montre que l'extrémisme violent est perçu et se manifeste différemment selon le contexte, le pays, la culture. Donc, des politiques ou des plans généralisés ne pourraient pas marcher. Ce qui peut marcher en Belgique, en France, peut ne pas marcher au Sénégal. Donc, il faudrait des plans et des politiques structurelles, mais basées, contextualisées et basées sur l'approche culturelle et traditionnelle du pays, là où elle est déployée. Alors, avant vraiment de venir rapidement au défi, moi j'aimerais m'appesantir un peu sur les causes de l'extrémisme violent. Parce que c'est important aujourd'hui de dire que beaucoup disent que la majeure partie, la frange la plus touchée, c'est effectivement les jeunes. Et on dit oui, les jeunes, il y a la délinquance, ils sont en situation d'échec social ou de fragilité psychologique, une marginalisation sociale. Effectivement, c'est vrai. Mais il y a une dimension que l'on oublie et qui est pertinente et très importante, c'est l'endoctrinement, donc par une interprétation fausse et corrompue des textes sacrés. Et c'est là où je dis que la mise à distance du religieux n'est pas une solution. Dans les plans d'action et dans les programmes, il faut intégrer la dimension religieuse pour pouvoir comprendre le message authentique des textes sacrés. C'est important. Donc, et c'est là où je vais venir en fait à une lecture ou des lectures. Pour moi, la solution donc réside dans ceci. Pour cela, il faut effectivement énumérer plusieurs lectures de textes coraniques. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se radicalisent par l'endoctrinement religieux et c'est parce que effectivement la lecture coranique c'est une lecture fragmentée. On utilise une lecture fragmentée, donc on pioche des versets par-ci par-là. Et effectivement, les jeunes qui sont en demande, puisque Mme Fatou Sarr l'a dit, aujourd'hui, le communautarisme religieux, en tout cas dans un pays comme le Sénégal, la religion a une place déterminante, importante. On a participé à un panel tout récemment à Saint-Louis où on posait la question sur l'engagement démocratique des jeunes et la religion, où effectivement on a démontré que les jeunes sont beaucoup plus intéressés par la religion que la politique ou que l'entrepreneuriat, etc. Donc il faut passer par ces leviers, il faut passer par ces points pour pouvoir contrer effectivement la problématique et pas mettre à distance l'aspect religieux. Donc moi je proposerai 3 types de lectures qui pourront effectivement aider dans les plans, les
discussions, les programmes, à faire comprendre au niveau donc, éducationnel, au niveau des familles, la véritable et authentique lecture qu'on doit avoir de ces textes sacrés qui sont à la base de l'endoctrinement des jeunes, qui est une lecture holistique. Le Coran doit avoir une lecture holistique. C'est un ensemble d'éléments interdépendants. On ne peut pas piocher juste un verset en disant oui. Donc il y a un ensemble d'éléments derrière. Donc il faut prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour avoir une compréhension. Et bon, je ne pourrais pas effectivement expliquer, mais bon, je remettrai le document au docteur Bakary. Et donc deuxièmement, une lecture finaliste. Donc, une lecture des sens. Quelles sont les finalités des versets? Pourquoi effectivement il y a des versets parce qu'il faut le dire, il y a effectivement des versets aujourd'hui qui touchent, qui parlent effectivement de guerre, etc. Donc il faut comprendre. Un grand savant du XIIe siècle, Shatibi, avait fait beaucoup de recherches sur effectivement la lecture finaliste du Coran, mais malheureusement ça a été désuet parce que tout simplement il partait beaucoup plus loin, la réforme de l'islam, et effectivement il y a eu des soucis. Et la troisième lecture, c'est une lecture contextuelle. Il faut comprendre que le Coran, les versets coraniques, quand ils sont descendus, quand la révélation a trouvé un contexte, un environnement, une histoire. Et donc, il faut effectivement avoir une lecture contextuelle par rapport à ces versets coraniques concernant ce sujet, mais par rapport à autre. Donc, pour effectivement dire que la mise à distance de l'aspect religieux n'est pas la solution. Il faut intégrer l'explication des textes religieux aux enfants, aux jeunes, pour qu'ils puissent comprendre effectivement que la radicalisation, l'extrémisme violent passe effectivement par l'endoctrinement fausse et corrompu des textes sacrés. Donc ces textes sacrés, ils ne peuvent pas donc être désuets ou délaissés. C'est pas possible. Sinon, on ne pourra pas trouver de solution. Alors rapidement, pour les défis, il y a 3 points importants pour moi qui sont à souligner. Premièrement, il faut des politiques inclusives basées sur la prévention. C'est important, le docteur Bakary l'a dit, les programmes de lutte contre le terrorisme, c'est très bien, mais les problèmes, il faut toucher les problèmes donc au creux des problématiques, et il faut parler de prévention. Il faut aujourd'hui opérationnaliser maintenant les plans et programmes de la prévention. On est donc à ce stade parce que la radicalisation et l'extrémisme violent touchent toute l'humanité, et c'est important aujourd'hui de revenir sur ces domaines. Deuxièmement, c'est des mesures de prévention adaptées aux populations auxquelles elles sont destinées, je le disais tout à l'heure. Et c'est un peu, moi, le problème que j'ai avec la résolution de l'ONU, c'est qu'il y a un ensemble de résolutions qui aujourd'hui sont calquées dans beaucoup de pays. Donc les pays se lanceraient de baisser dans l'application, l'opérationnalisation de plans, alors que ça ne correspond pas. Donc aujourd'hui, il y a nos frères et nos sœurs qui sont dans les zones très rurales du pays, qui peuvent se radicaliser, qui ne comprennent pas certaines langues, etc. Il faut essayer en fait de matérialiser cette lutte, cette prévention dans nos langues nationales, adaptée à notre culture, à nos réalités, donc africaines, sénégalaises, togolaises, etc., pour que ça puisse marcher. Et donc, troisièmement, une lutte contre la mise à distance catégorique de religieux. Je l'ai dit, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est l'élément fondamental aujourd'hui de la problématique. Bon, pas sans parler des débats et des discussions sur la question, mais également sur l'éducation, à l'école, etc. Parce que le jeune qui est à l'école, on parle de terrorisme, l'islam. Donc, il aurait tendance à penser que ce sont les méchants, nous on est les gentils, ou voilà. Donc, il faut lui expliquer qu'effectivement, il y a une interprétation fausse. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui ne sont pas comprises, etc., pour qu'ils puissent dès lors avoir une compréhension holistique et large et vaste effectivement de la problématique. Rapidement, moi j'aimerais juste aujourd'hui aussi dire quelque chose par rapport toujours à la résolution de l'ONU sur le fait que certaines personnes, en tout cas, peuvent penser, certaines politiques préconisent même, et disent même que il y aurait des zones où il y aurait effectivement des sujets ou objets qui sont à l'abri de l'extrémisme. Je pense que ça a été beaucoup, c'est pour cette raison que la résolution de l'ONU concernant le plan de prévention contre l'extrémisme violent a été beaucoup critiquée, parce que la lutte contre l'extrémisme violent se fonde notamment sur l'hypothèse selon laquelle les sociétés qui offrent des emplois, des services publics et une éducation à tous les citoyens sont à l'abri de l'extrémisme. Je pense que les derniers attentats en Belgique ou dans des pays comme ça peuvent démontrer que ce n'est pas du tout ça, et que les corrélations, effectivement des études, vraiment des décennies ont démontré que corrélation entre les pays pauvres, etc., en situation de pauvreté et l'extrémisme n'ont pas une certaine corrélation. Je pense qu'aujourd'hui, si on voit le rapport donc Al-Qaïda au Maghreb islamique ou Boko Haram, on peut comprendre beaucoup de choses, que effectivement cette corrélation-là, elle est nulle. Donc c'est aussi important de démontrer cela. Alors pour terminer,
je pense que je ne peux pas aujourd'hui parler donc de l'extrémisme violent sans pour autant venir à des répercussions économiques. C'est l'étudiante qui prend le dessus, parce que c'est tellement important. Parce que la base aujourd'hui, le fondement d'un développement serein, c'est la paix sociale. C'est la paix. Quand un pays est en situation de guerre, quand un pays n'a pas la paix, ce pays ne peut pas avancer, ce pays ne peut pas connaître le développement, ne peut pas avoir une croissance, etc. Et je vais juste passer rapidement des répercussions économiques de la matérialisation maintenant de l'extrémisme violent, parce que l'extrémisme violent vient en amont. Et puis il y a donc les actes de terrorisme, etc., ou la matérialisation de la radicalisation. Donc, cet extrémisme violent, basé sur des approches radicaux, basé sur des idéologies radicaux, va avoir des répercussions très néfastes sur le tissu économique, donc sur l'économie nationale, voire internationale. Ça va se stipuler, ça se caractérise en des réactions immédiates, donc l'impact à court terme des actes violents, donc, et aux décisions qui ont été prises en situation de crise, etc., donc, destruction des structures, suppression des emplois, fragilisation des ménages, etc. Et maintenant, les incidences à moyen terme sur la politique réglementaire, commerciale et budgétaire. Donc c'est les obstacles vis-à-vis des échanges internationaux, etc. Donc la hausse des dépenses pour la défense nationale, etc. Donc que ce soit des répercussions économiques, sociales, culturelles, etc. Il y a des répercussions un peu partout, ce qui démontre que effectivement la lutte, ou en tout cas la guerre contre l'extrémisme violent aujourd'hui est une problématique qui concerne tout le monde, à tous les secteurs. Et je vais juste terminer par dire ceci: la lutte contre l'extrémisme violent est une exigence, mais la question que nous devons nous poser, c'est à savoir si elle est suffisante. Parce que la conséquence voudrait qu'elle soit d'abord encadrée, pertinente et adaptée, ce que je disais tout à l'heure, donc aux réalités. Car cette lutte, je le pense très fort, nous la perdrons si pour la mener, nous devons abandonner, parce que la mener aujourd'hui, si dans cette quête-là ou dans cette démarche de mener cette guerre ou cette lutte contre l'extrémisme violent, il faudrait abandonner nos valeurs humaines qui sont les cibles directes des personnes qui donnent à ce concept son souffle de vie. Donc c'est important de revenir à ces sources, c'est important de voir le problème dans les bases, dans les zones rurales, dans les zones non industrielles, dans les zones non développées, non occidentales, pour comprendre que le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus généralisé que ça. Je suis désolée si j'ai trop tiré en longueur, c'est parce que le sujet est très intéressant et nous concerne en tant que religieux, en tant que personne issue de famille religieuse, ça nous concerne directement, parce qu'effectivement, il faut le dire, il faut avoir une lecture authentique de l'islam. Ces groupes, manifestations, en tout cas ces idéologies, n'ont aucune liaison, je pense que ça c'est clair, avec l'islam. Donc il faudrait qu'en tant qu'acteurs au sein de cette religion, de cette idéologie, que nous puissions en fait démontrer cette assertion. Je vous remercie.